Un jour, leur vie a basculé dans le vide, la peur, puis l'inconnu. Alors, dans l'ombre, ils ont travaillé, souffert, transpiré, pour se construire une autre vie. Et c'est à Pyeongchang qu'ils vont renaître aux yeux du monde. Arthur Bauchet a 17 ans. Il est champion du monde de slalom géant. 34 for the young Frenchman to claim gold on his very first World Championships. Cette année en Corée du Sud, c'est ce prodige qu'il faudra suivre. Quand je le vois sur les skis, je le vois au départ, je me dis waouh. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est qu'il a tout le temps le sourire, quoi. Une lésion de la moelle épinière le contraint à composer chaque jour avec la douleur sur ses membres qui refusent de lui obéir. Quand voilà, on arrive en bas d'une course et on est premier, c'est juste une belle revanche. Je pouvais pas mieux faire pour voilà, dire c'est pas la maladie qui peut m'empêcher de faire des belles choses. Yoann Taberlé a 36 ans. Le petit gars de Morzine a toujours connu le haut niveau. À 20 ans, c'est même l'un des espoirs du ski français, quand un parapente lui fracasse la colonne vertébrale. À Pyeongchang, il disputera ses derniers Jeux et il veut finir par une médaille dont il rêve depuis toujours. Finir vraiment en disant quelle fin, quoi. Cécile Hernandez, elle, est une guerrière. Elle a toujours fait du sport de haut niveau, du BMX, du snowboard. À 28 ans, elle gagne sur tous les fronts. Bac plus 5, épicurienne, carriériste, sa voie est tracée. Pourtant aujourd'hui, les raideurs de ses membres inférieurs gagnent petit à petit le haut du corps. Je vis un peu ma vie par tranche de 24 heures. Tous les matins, c'est le yes du pied qui se pose. Et tous les soirs, je suis super contente de la journée que j'ai faite. Elle appelle ça la guerre des nerfs. Un combat qui lui a fait gagner la médaille d'argent à Sochi. 56. She doesn't save her best for last, but she gets a silver medal, 2:07:31. Elle a maintenant 43 ans. Une fille qui s'appelle Victoire Éléonore. 4 ans après sa médaille d'argent en Russie, l'or l'obsède. Avant de s'envoler pour la Corée, ils ont accepté de nous confier leur histoire, un récit choc de leur passé. Comment ont-ils trouvé le chemin de la résilience? Les ressources pour se réinventer un avenir de champion? La mec, c'est toi qui as les cartes en main. Et moi, à partir de ce moment-là, je me suis mis dans ce rôle-là. Et ça a été le challenge de ma vie, quoi. Et qu'il faut être résilient, quoi qu'il arrive. La vie, il y a un après-maladie ou il y a un pendant-maladie, mais il faut qu'on passe outre ça. Finalement, on va vivre. Et on va vivre avec la sclérose en plaques, on va vivre avec un déficit neurologique. Encore plus que les autres, l'athlète de haut niveau ou la personne à qui il arrive un accident ou une affection qui va modifier à jamais votre vie, si elle passe pas à autre chose, je pense que c'est le suicide qui l'attend. Nous les avons suivis dans leur vie hors du commun. Les séances de préparation, Oh putain. de soins, d'entraînement. Vas-y, temps, tu peux y aller, là. Yoann, Arthur, Cécile nous ont ouvert les portes de leur intimité. Bref, la vie quotidienne d'un super-héros. Pour que ce soit des héros bénéfiques, pour qu'ils servent de modèle aux enfants à qui il peut arriver une tragédie pareille, il faut qu'on fasse un récit de ce qui est arrivé. Tu te rends compte, il a eu un accident tragique, et bien regarde, il a souffert dans le réel, mais après coup, il a quand même arraché des moments de bonheur. Donc c'est possible. Et c'est comme ça qu'on apprend l'espoir. Perfect. On est une pro des selfies, non? Cécile est la maman de Victoire Éléonore, 10 ans. La fille ne savait pas encore tout de l'histoire de la maladie de sa mère. Allez, quand même. Grab my phone. Éteins, je te Non, il est en mode avion. Don't stress. À partir de 99, j'ai commencé un jour, je bossais en fait, et je me suis mis
plus voir. J'avais un espèce de voile hyper épais qui s'est mis sur mes yeux. Ça a duré quand même 3-4 jours où petit à petit ce voile en fait diminuait en épaisseur. Et puis il y a eu autre chose. 2000, les années 2000, vraiment l'année 2000 pardon. Eh bien j'ai été prise de troubles urinaires. Mais des troubles urinaires où j'allais 200-300 fois par jour aux toilettes. J'avais ce qu'on appelle le syndrome du paillasson, où quand au moment d'ouvrir la porte, t'es prise. En fait, et finalement, tu te fais pipi dessus parce que tu n'as pas réussi à retenir ton envie de faire pipi. C'était tellement fréquent que j'en arrivais à être désespérée. Et j'avais arrivé à ne même plus avoir le temps de me lever pour aller aux toilettes. Donc la nuit, je mettais un oreiller contre la paroi dans les toilettes et je dormais sur les toilettes parce que c'était infernal. Ma nouvelle vie, elle commence le 21 octobre 2002 par un réveil malheureusement totalement paralysé. Je me suis réveillée comme je le faisais machinalement tous les matins et malheureusement ce matin-là, mes jambes, lorsque je les ai posées sur le sol, mes jambes se sont dérobées. Donc je suis restée clouée sur le sol, j'ai fait une tentative pour me lever. J'étais clouée sur le sol et je ne sentais absolument pas le froid du carrelage. Et là, je me suis dit, il y a un gros problème. Donc du coup, j'ai essayé de taper sur mes jambes et ça marchait pas, je sentais absolument rien. Et du coup, j'ai appelé mon compagnon et à ce moment-là, il s'est levé et hyper surpris, il me regarde, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais par terre? Et quand il a vu la stupeur sur mon visage et la peur et les pleurs qui me gagnaient, il s'est vite rué à mon chevet et il m'a soulevée, il m'a porté sur le lit, puis il a appelé les médecins. On m'a transportée aux urgences de l'hôpital de Perpignan. Je me souviendrai toujours du médecin qui parle, qui fait face à maman, et maman qui se mord la lèvre en retenant des sanglots. Et là, je comprends qu'il y a quelque chose qui est grave. Il rentre dans la chambre et du coup, il me dit malheureusement, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Voilà, vous êtes atteinte d'une très grave maladie. Et cette maladie s'appelle la sclérose en plaques. La première chose que je lui ai dit, mais est-ce que je vais remarcher un jour? Ça a été la première question que je lui ai posée. Il n'a pas répondu. Et là, je me souviens avoir hurlé, en fait, cette même question, mais est-ce que je vais remarcher un jour? Et il m'a dit probablement non. Étonnant en termes de valeur. Are you crying? You are crying? Babe, can't cry, my love. Are you proud? Quoi? Are you proud? Yes, Ça veut dire I'm proud of you. Ça veut dire quoi, proud? Est-ce que tu es fière de maman? Oh, on en a vu, man, souvent ce mot. Allez, ma poupée. You can cry, baby. Je t'aime. Bientôt, Victoire Éléonore va apprendre comment un beau jour sa maman a réappris à marcher, à glisser, à devenir cette championne qu'elle verra peut-être sur le podium à Pyeongchang. Cette journée, je m'en rappelle de chaque seconde. C'est quelque chose c'est clair, qui m'a bouleversé, qui a changé, qui a tout changé en fait. Cette journée, c'était le 12 septembre 2002. J'avais fini le matin même sur Annecy, à l'IUT d'Annecy. J'avais fini ma scolarité. Enfin, ma première année d'IUT Tech de Co. Et du coup, en remontant sur Morzine, je suis remonté sur les midis, donc j'ai dû arriver vers 13h à Morzine. J'avais commencé le parapente pas mal de mois avant, où j'avais mon matériel et je faisais beaucoup de vols dans le coin. Et en fait, l'école où j'ai appris à voler avait des élèves pour faire leur premier vol. Ils m'avaient demandé quand même si moi je voulais faire un vol. En phase finale d'approche,
J'ai ma voile qui s'est fermée de façon latérale, elle s'est mise en torche. J'ai freiné, j'ai même cassé la voile un peu en deux, vraiment pour vraiment mettre du frein et essayer de pas toucher le sol à cette vitesse-là, parce que j'avais un petit appareil qu'on appelle un vario qui donne la vitesse, l'altitude, voilà, des choses comme ça. Et bon, j'étais quand même à 147 km/h en arrivant dans le sol. Et il me manque peut-être 1 mètre d'altitude, à peu près. Et en fait, j'ai vraiment les fesses qu'on tapé le champ d'un coup, quoi. Donc je passe de 147 km/h à 0 en instantané. Nous, on est au boulot, donc au bureau. Et puis, c'est un de mes cousins qui est moniteur de parapente qui était avec, qui nous a appelé en disant yo, un accident, vous inquiétez pas, ça lui est pas en danger, mais ça a l'air assez grave, quoi. Et là, la douleur, elle a tellement été forte que je mangeais l'herbe, ça je m'en rappelle, que j'avais devant moi là pour mastiquer quelque chose, pour serrer les dents. Ensuite, il a fallu me déshabiller. Donc je me suis retrouvé vraiment nu au milieu du champ. Et ensuite, il y a l'hélicoptère qui est arrivé pour me transporter. C'est pareil, dès que tu entends l'hélicoptère arriver, tu te dis, bon, ok, c'est quand même sérieux du coup ce qu'ils sont en train de voir. Là, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête, donc plus rien n'existe. On a pris la voiture et on a filé direct à l'hôpital à Genève pour aller voir, quoi. Mes parents, je les ai rencontrés dans le... Je les ai vus dans le couloir. C'est marrant, ça m'émeut, alors que d'habitude, ça m'émeut pas. Mais je les ai vus dans le couloir. Déjà, la deuxième intervention, ça a été quelque chose. Ça a été plus de 7 heures d'intervention. Ça a été... En plus, la veille, on m'avait dit, alors là, attention, on va commencer les choses sérieuses. Que ça allait être ultra douloureux, une opération très compliquée, parce qu'ils ont dû passer par l'abord latéral, donc casser la côte flottante, enlever les intestins, sécher le poumon gauche pour aller enlever tous les débris de vertèbres, mettre une cage en titane à la place. Et on m'a fait clairement comprendre que c'était très très lourd et que voilà, il y avait de très sérieux risques de pas pouvoir se réveiller, hein. Clairement, on me l'a vraiment annoncé. Et comme on me l'a annoncé, dans la façon de faire de l'annonce, ça a été... je me vois encore la veille avec mes parents, les appeler, leur dire descendez, faut qu'on parle. Il peut pas tellement parler, tellement il souffre. Et puis on lui pose pas de questions. On lui dit que ça va aller, et puis voilà, quoi. C'est un peu le... C'est un moment très, très bizarre, très... Nous, on veut pas l'affoler. Lui veut faire semblant d'être bien aussi, mais on est en mal, donc c'est difficile, il n'y a pas beaucoup de communication. Le vrai diagnostic, il est tombé suite à la deuxième opération qu'il a eue. Et on nous a dit, de toute façon, il sera paraplégique. Et il y a très peu de chances qu'un jour, il puisse récupérer ses jambes, quoi. Des moments difficiles. Antoine n'imagine pas encore que son fils de 21 ans regoutera un jour aux frissons de la compétition et qu'il bouclera bientôt en Corée du Sud ses 4e Jeux. Avant d'être champion handisport de ski alpin, Arthur Bauchet était un enfant de la mer, né à Saint-Tropez, où il enchaîne les activités nautiques, mais aussi le trampoline, le vélo, le football. Quand j'étais en CM2, je faisais du foot pendant ces entraînements. À la fin, quand on débriefait de la journée sur le terrain, enfin de l'après-midi, on était assis
Et puis au moment de se relever, en fait, je pouvais plus me relever. Mes jambes étaient trop faibles, me faisaient trop mal. Et du coup, je pouvais plus tenir sur mes jambes à ce moment-là. Donc là, on a commencé à voir qu'il y avait vraiment un souci. Et un jour, je m'en souviens très bien, c'est un mercredi, il reste bloqué dans le canapé et là, il a très très mal au dos, il peut plus marcher, il se lève plus. Et là, on se dit, c'était la même année, hein, toujours l'année de CM2. Et là, on se dit, non, là, il y a vraiment un problème. Alors, pendant plusieurs années, la famille d'Arthur court désespérément après un diagnostic. L'année de 3e, qui a été une vraie catastrophe. Il était dans un collège privé à Sainte-Maxime qui a vraiment joué le jeu, ils ont été super. Donc Arthur, beaucoup d'absence. Donc je veux pas qu'il rate son année de 3e, donc je prends les cours au CNED, je lui fais les cours à la maison. Pour pas le déscolariser, je l'emmène au collège assez régulièrement. Il avait un fauteuil roulant, donc il s'était adapté. Un fauteuil qui s'allongeait parce qu'il pouvait très très peu rester assis. On a un enfant qui a 14 ans, qui est plus à l'école, qui est pas bien, qui souffre, qui est couché dans le canapé toute la journée. Et là, un jour, je craque, je m'en souviens très bien, je sors du travail, c'était un mercredi encore une fois. Je sors du travail et je dis c'est plus possible, voilà. Je mets Arthur dans la voiture et je pars à Marseille. Et j'arrive aux urgences à l'hôpital de la Timone, voilà. Et là, je dis, il faut le prendre en charge. Ce diagnostic tombe enfin il y a 3 ans. Un examen montre une lésion au niveau de la moelle épinière. Arthur souffre donc d'une paraparésie spastique, une pathologie qui affaiblit ses membres inférieurs et provoque des contractions musculaires aléatoires. Un handicap parfois invisible dans la vie courante. Quand on voit Arthur comme ça, on a l'impression qu'il a rien. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui se disent « mais il a rien ». Alors qu'en fait, c'est pas ça du tout, c'est un peu sournois. Quand j'étais au collège, à l'école, il y en a certains qui m'appelaient le simulateur parce que ils se disaient mais c'est faux, tu fais semblant. Quand on a eu le diagnostic, j'ai été d'un côté soulagé parce que je me suis dit voilà, non, t'es pas fou. J'ai commencé à m'habituer de vivre avec ça. De toute façon, j'ai pas le choix et c'est vraiment quelque chose que je ne contrôle pas. Donc quand ça arrive, voilà, c'est des moments durs à passer, je le sais. Et puis après, hop, on reprend une vie normale jusqu'à la prochaine crise en quelque sorte. Mais rien ne va arrêter Arthur dans son désir de vivre sa passion du sport, jusqu'à devenir l'une des attractions des prochains Jeux en Corée du Sud. Trouver le chemin de la résilience, encaisser le choc et chercher les ressorts psychologiques pour peut-être un jour redevenir sportif. Pour chacun d'entre eux, le processus a été différent et parfois complexe. Cécile aura passé 7 mois à l'hôpital avant qu'une place ne se libère en centre de rééducation. J'étais dans le déni le plus complet. Et je me souviendrai toujours le jour où on m'a descendu au réfectoire parce qu'après une semaine, on m'a dit bon, ok, à un certain moment, il va falloir échanger avec des gens, parler, vivre quoi. Et du coup, le jour où on m'a descendu dans ce centre, le bruit, les béquilles, tout ça, ça m'a agressé. On m'a mis à une chaise, on m'a mis à une table, donc on m'a posé à une table, une assiette devant, il y avait des gens autour et puis les gens ils ont commencé à me parler. Je me souviens donc avoir tout envoyé valdinguer et m'être mis à pleurer. On m'a remonté en chambre et on m'a à nouveau amené le repas en chambre pendant pas mal de temps. Je me suis dit mais où j'ai atterri, mais je fais pas partie de ça. Moi, je vais sortir de ce fauteuil. J'avais qu'une envie, c'était me lever, courir, me barrer, et voilà, et retrouver ma vie. Mais non, en fait, ma vie d'avant, c'était ma vie d'avant. Au bout d'un an, je me suis dit, de toute façon, voilà, c'est pas un handicap qui t'handicape la vie, en fait. Il y a pire. Bien pire. Encore plus que les autres, l'athlète de haut niveau ou la personne qui ne savait pas qu'elle était athlète de haut niveau, à qui il arrive un accident ou une affection qui va modifier à jamais votre vie, eh bien, cette personne-là, elle a absolument besoin de passer à autre chose. A besoin de passer à autre chose et de vivre quelque chose d'autre, parce que sinon, carrément, je pense que c'est tout le contraire qui risque de se passer. C'est que si elle passe pas à autre chose, je pense que c'est le suicide qui l'attend, d'une certaine manière. Fin 2013, je suis invitée à un événement des Micros d'Or
à Valmorel. Et là, je fais une rencontre incroyable avec un snowboarder donc, qui était amputé au niveau du fémur. Et qui, donc du coup, on se retrouve... On se retrouve, donc je suis arrivée à ces micros d'or et j'avais fait du snowboard donc en valide. Et je me dis, je vais essayer de remonter sur un snowboard. Je suis là à la montagne. J'étais pas remontée à la montagne parce que ça me faisait trop mal de remonter à la montagne. Et là, je me suis retrouvée à la montagne. Et je me suis dit, j'ai envie de remonter sur un snowboard. Je sais pas, advienne que pourra. Est-ce que je vais me casser quelque chose? Qu'est-ce qui va se passer? Donc j'avais ma canne, hein, je marchais avec une canne. Et donc je suis remontée sur snowboard. J'ai glissé, et là je me suis dit, mais c'est incroyable. Déjà, la montagne est belle, dommage que j'y suis pas revenue avant. Et en plus, mais c'est magique ce que je suis en train de vivre. Et je lui dis, tu sais, tu as un handicap. Et j'ai aussi un handicap, et je me souviens, limite, il m'a dit, ah cool. Parce qu'il voyait déjà potentiellement la personne qui pouvait le rejoindre dans l'équipe. Et là, il me dit sérieux, donc je lui explique ce que j'ai. Et il me dit, tu sais qu'avec ton handicap, avec ta sclérose en plaques, eh ben, tu pourrais peut-être intégrer l'équipe de France de snowboard. Et là, je me dis, attends, mais je rêve. Et puis, je reçois un appel en rentrant. Et là, le directeur technique national, Pierrick Giraudot, il m'appelle, il me dit, ah, ben, ça serait bien peut-être d'aller te tester sur une Coupe du Monde à Copper Mountain, aux États-Unis. Je n'étais jamais allée aux États-Unis, c'était ma première fois. Et en fait, j'étais sur le télésiège et là, je me suis mise à pleurer comme une madeleine. Et en fait, j'ai pleuré parce que en fait, j'ai pensé, j'ai perdu ma maman un peu de temps avant et en fait, Et en fait, maman, on n'aura jamais su. Maman, elle m'a accompagnée sur toutes mes compètes et Et en fait, elle n'a pas vu que j'ai repris le sport de haut niveau. Donc du coup, voilà, j'ai énormément pensé à elle. J'ai pas arrêté de pleurer. Voilà. Trois mois après avoir rechaussé une planche de snowboard, Cécile Hernandez se retrouve aux Jeux paralympiques de Sotchi. Un incroyable destin. Les autres filles, déjà, elles me regardaient de travers parce que je débarque au jeu, mon handicap ne me soit pas. Elles ont tout un handicap visible. So Cécile Hernandez, everyone knows she's done enough. World beat surely 104. Je passe la ligne d'arrivée, donc je manque de m'en coller une quand même. Et là, je me retourne, je regarde le tableau. Et je vois mon nom sur le tableau avec une petite médaille et une place du 2. Et là, j'explose, hein, j'ai des frissons et tout. Pour se maintenir à ce niveau, la jeune maman doit jongler avec son emploi du temps, entre ville et montagne, entre Perpignan et sa station d'hiver des Angles dans les Pyrénées. Dans une même journée, elle peut enchaîner toutes les séances qui composent son quotidien. Entraînement sur les pistes, soins, Trop chaud, préparation physique. J'y vais. J'y vais avec le buste. Arrière. Transfert un peu. Et tu pars. Ok. T'as vu ton pied avant qui bouge là? Pas facile de composer avec un corps capricieux. Derrière. Derrière, tiens. Michel, son kiné de Font-Romeu, va s'en rendre compte en manipulant son épaule touchée lors d'une chute récente. Et tu redescends doucement et tu fais la même chose devant. Tu montes le bras devant. Donc là, ça passe mieux, hein, ce passage. Et on voit bien que ce qui te fait mal, c'est de venir tirer en arrière parce que l'épaule, elle vient pousser sur l'avant. Donc tu relâches bien, on va tester. Laisse aller le bras. Alors là, un petit coup de spasticité. Hein. Donc, le bras, on va attendre qu'il se relâche. Je suis bleu. Hein? Je suis bloquée. Effectivement, la capsule à l'intérieur, elle tient. Tu relâches, laisse descendre ton bras. À partir du moment où mon cerveau
n'a pas décidé de produire ce geste, parce que là c'était Michel qui faisait le geste de me manipuler, et ben du coup à un certain moment mon cerveau, ma sclérose en plaques a dit stop, je veux maîtriser ce corps que j'ai envahi. Ben là donc du coup j'ai été prise d'une crise de spasticité, et du coup avec des doigts qui se raidissent, c'est douloureux, c'est épuisant, et malheureusement c'est quelque chose que j'avais pas il y a quelques temps. J'ai eu cette poussée au début de ma maladie où j'ai ressenti des troubles sur les mains. Maintenant, il faut que je sois consciente aussi et réaliste, et de me dire que la maladie, elle commence à gagner mes membres supérieurs. Donc, la sclérose en plaques, on sait que c'est une maladie quand même qui est effectivement capricieuse, qui évolue par poussée et par rémission. Et donc, il y a des choses qui se maintiennent. Des fois, ça va un peu mieux. Donc, il y a des jours où elle ne sait pas trop si elle va poser le pied par terre le matin. Donc, c'est un peu la surprise. Ma main, elle est bloquée par une crise de spasticité, en fait. C'est une raideur musculaire fortement liée à ma pathologie, à ma sclérose en plaques. Ça me fait des crampes et tout. C'est un rouleau de massage. Et le rouleau de massage, il va casser cette raideur. Là, on la sent, c'est pour en fait que j'arrive à éviter le plus possible tous mes tremblements qui sont des crises de spasticité. Et que quand ça m'arrive, quand je suis en train de faire les tracés, c'est pas bon du tout. Vas-y. Tu descends en arrière. Transfert. Ouais, là. Alors? T'as trop décomposé. C'est arrière. C'est pas assez fluide. Ouais. Mais ça va venir. Mieux vaut le décomposer là, après tu rajoutes la fluidité. Quand il est revenu à la maison, il s'est mis devant la baie vitrée, il regardait les montagnes, il pleurait en disant ça c'est fini pour moi, je pourrai plus jamais aller en montagne et tout. On lui avait fait une surprise un soir avec un moniteur de Morzine et on avait organisé une soirée en montagne, dans un resto de montagne. On n'avait rien dit à Johan, on avait monté en télécabine et arrivé en haut, on l'avait mis dans un bob et on lui a dit maintenant tu descends la piste. Salut. C'est mon petit frère qui est venu un soir, il me dit Yo, j'ai regardé, il y a les Jeux paralympiques à Turin, donc c'est quand même à la maison. C'est dans 3 ans, est-ce qu'on se mettrait pas le challenge d'y emmener en paralympique quoi. Turin 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014. Johan s'apprête à vivre ses 4e Jeux paralympiques. Mais avant de stopper sa carrière, il voudrait effacer l'amertume de cette 4e place en géant en Russie. Pour faire mieux, et briller donc en Corée, Johan a mis au point toute une organisation logistique à domicile. Chaque semaine, il passe 8 heures dans sa cave aménagée, parfois coaché par son oncle Bernard, qui s'est impliqué dans le projet dès le départ. Allez. Au niveau de la puissance emmenée là, ça te va, ça te va pas? Ouais, ça va là, moi ça me va bien. Ça va parce que j'ai pas à me défoncer les bras pour faire monter le cardio. Voilà. Et le cardio suit là, donc ça va. Dans sa première vie, Johan avait des skis aux pieds. Il était membre de l'équipe de France de vitesse niveau Coupe d'Europe. Une carrière avortée à cause des blessures. Sa femme Hélène, tu peux tirer un petit peu, n'a connu que sa 2e carrière. Et quand je vais vers l'avant, tu reviens. Ok. Vas-y. Vas-y, tends.
Tu peux y aller là. Johan, il était déjà dans le haut niveau avant. Au final, il a réappliqué la même exigence qu'il avait avant au handisport. Le handisport en France, quand Johan a commencé, c'était quand même rudimentaire. Il n'y avait pas tout ce qu'ils ont aujourd'hui, le staff technique, les coachs, les entraînements, tous ces différents préparateurs. Au final, quand Johan est arrivé en handisport, c'était le seul athlète de haut niveau. Les autres personnes viennent au handisport par, c'est le cas de le dire, par accident. Mais ils étaient très très peu à l'époque. Ça commence à venir maintenant avec les jeunes. Mais pour moi, c'est pas le fait d'être en situation de handicap et de vouloir avoir une revanche sur la vie. C'est plutôt, moi je le vois plutôt comme une continuité. Sur son bob, Johan glisse aujourd'hui sur les mêmes tracés de compétition que les valides. Cette adrénaline le parcourt toujours, comme les autres, parfois à plus de 100 km/h sur les pistes. Jamais Arthur n'a songé à abandonner le ski malgré la faiblesse chronique de ses jambes. Il y a seulement un an, le jeune skieur de Serre-Chevalier fait sa première apparition au championnat du monde handisport à Tarvisio en Italie. Il a donc 16 ans lorsqu'il se présente au départ du slalom géant. C'était très très stressant, surtout que c'était mes premiers pas dans le ski de haut niveau et j'étais déjà au championnat du monde, donc waouh, c'était la première fois que j'ai été filmé en skiant. 34 for the young Frenchman to claim gold on his very first World Championships. And he does 2:13.63. He wins gold at the World Championship by 0.71. There's a high five. Je gagne le géant du championnat du monde, donc ce qui me fait du coup un titre de champion du monde en géant, donc c'était juste, waouh, c'était magique. But the youngster with 56 on his back is world champion at 60. Je pouvais pas mieux faire pour voilà, dire c'est pas la maladie qui peut m'empêcher de faire des belles choses. Alors, pour rêver en grand à une médaille d'or au prochain jeu, le quotidien d'Arthur Bauchet est rythmé comme un sportif de haut niveau, mais adapté aux réactions capricieuses des muscles de ses jambes. Ça tient. Ça tient. Merci. Relâche bien. Ça tient encore là ? Ouais. Moi, j'ai beaucoup besoin d'assouplissement. Je sais. Parce que ma maladie fait que mes muscles des jambes, notamment, sont très très raides. Allez, vas-y. Tac. Attends. Et du coup, on m'empêche de faire certains mouvements. Par exemple, moi, des fois, avoir la jambe tendue, selon les périodes, ça va être difficile parce que ça va trop me tirer derrière la jambe. J'essaie de relâcher le droit et le gauche, mais j'arrive pas. Donc en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est de tout simplement assouplir mes jambes de façon à ce que je puisse marcher et vivre le plus normalement possible. Allez, vas-y, tac. Ramène. Ok, doucement. Arthur, il y a des jours comme ça, il avait vraiment le clonus qui était ses tremblements, qui étaient assez importants. Donc dans ces cas-là, on va adapter la séance, on va réduire, on va plus travailler sur le haut du corps, on va faire des exercices un petit peu plus courts sur le bas du corps pour pas augmenter les tremblements qu'il a sur sa jambe. La dose journalière de sport doit donc être parfaitement mesurée, compte tenu de sa fatigabilité plus importante. Et elle doit être impérativement associée à un traitement médicamenteux. C'est un médicament qui doit se prendre absolument 3 fois par jour, parce que c'est du baclofène, et il reste pas longtemps dans le sang. Donc en fait, le problème, c'est que s'il oublie de le prendre, par exemple s'il oublie 2 prises, ça va être vraiment flagrant, quoi. Voilà, tout de suite, il va être beaucoup plus raide, il va avoir des signes qui vont revenir très vite.
y a ça, plus le Laroxyl qui prend le soir aussi, pareil, voilà, sont des gouttes, c'est pareil, ça l'aide un petit peu à se détendre. C'est quand même un traitement lourd et mes gouttes que je prends le soir me fatiguent énormément. Et après, je suis un peu un zombie une fois que je les ai pris, c'est-à-dire que je fonctionne au ralenti, je suis pas bien. Ça, plus le botox au niveau des jambes, ça aussi c'est très très important. Ces injections qu'on lui fait dans les mollets, parfois dans les cuisses. Et ça, vraiment, quand il est en fin d'injection, on le voit assez rapidement, quoi. Il est très très tendu, la kiné le ressent aussi. Donc en fait, c'est l'association de tout ça. Il faut vraiment que tout soit bien en place entre le repos, le traitement médicamenteux, le botox. Je peux même te l'essuyer si tu veux. Quand il a tout ça, il est vraiment dans de bonnes conditions. Mais prendre soin d'un corps meurtri ne suffit pas à la performance de haut niveau pour ces sportifs atypiques. L'exigence se niche dans des détails matériels. Dans sa cuisine, Johan trafique son bob magique de 25 kg. Voilà. C'est un des côtés aussi intéressants de ce sport, c'est que, outre le fait que tu as la technique à travailler, le physique, tu vas faire du ski, etc., tu as aussi ce côté méca où il faut prendre soin de son matériel, essayer de... Mais rien que sur les assises, ça va jouer sur ta technique. Je pense que c'est le meilleur fauteuil au monde actuel. Tout ce qui est coque, moi, etc., là, pour la compète, c'est un peu comme les voitures de course, tu vois, de rallye, où c'est pas fait pour être confortable ou quoi. Par contre, c'est fait pour être le plus efficace possible. Pour être performant, c'est au plus juste, j'ai pas de mousse, j'ai rien dedans. Et du coup, tu vois, avec la paraplégie, il faut faire gaffe quand même à pas se blesser au niveau cutané, etc. S'il y a un endroit où il y a un point de pression, tu risques quand même les escarres et les choses comme ça. C'est bon, on peut y aller. Donc on n'est pas là pour se mettre en danger au niveau santé non plus. En fait, c'est tellement sur mesure que ça répartit vraiment toute la charge. Il n'y a pas un point de pression dans toute mon assise, même au pied, etc. Attends, mets-le là, comme ça. Voilà. Voilà. Là, on arrive sur un produit qui est quand même qui est super performant, mais qui coûte une blinde. C'est quoi une blinde ? Là, au total, t'es pas loin de 30 000 €, hein, au total. J'ai pas d'adaptation spécifique sur le ski, sauf les chaussures. Je vais te faire un petit scan, comme ça on va refaire une petite semelle. Dans des mauvaises conditions, mes pieds réagissent encore moins à mes ordres et du coup, ça devient très difficile. Il y a déjà la semelle, mouler en fait une semelle sur mesure à mon pied pour que mon pied soit parfaitement maintenu dans la chaussure. Ah voilà, tu as trouvé la technique. Je trouve la technique. Mets-toi debout. Avance un tout petit peu ton pied sur l'intérieur, légèrement, là, comme ça. Après, il y a aussi le modelage de la chaussure qui, lui, va permettre de déformer un tout petit peu la coque et de ne pas trop comprimer mon pied. 120 degrés, on va mettre en route le temps de chauffe. Pour pouvoir le laisser en quelque sorte respirer et pas que mon pied crampe encore plus. Là, une fois que la coque elle va être chaude, on va pouvoir pousser. Ensuite, il va y avoir cette étape qui est de mettre une résistance chauffante sur les semelles. T'as pas de problème avec la chauffe? Non. Ça m'aide énormément parce qu'en fait, dans ma maladie, le froid, mes jambes n'aiment pas et ça les raidit encore plus. Voilà, monsieur Baucher, vous êtes prêts? Merci. Pour Cécile, Johan ou Arthur, la réussite par le sport semblait donc indispensable pour se relancer dans la vie. Un désir de revanche exacerbé, jusqu'à pousser l'exigence à son degré le plus élevé. Mais cette surexigence est-elle une bonne thérapie? Ne serait-elle pas toxique, voire destructrice pour l'organisme et le psychisme?
pendant, je suis vraiment concentré sur ma course et j'y pense pas, j'essaye de pas y penser. En fait, il y a des pathologies neurologiques qui s'illustrent plus quand elles sont au repos que quand elles sont à l'activité. Notamment quand on a des mouvements anormaux parfois, ou certains tremblements. Quand on a une certaine position, on les voit plus que quand on est en mouvement. J'ai pas eu de grosses douleurs qui m'ont vraiment fait arrêter net le tracé. Dans les tracés, souvent, ce qui me gêne le plus, c'est que mon pied ne peut pas aller devant comme il voudrait le faire. Et du coup, je me retrouve ne pas avoir la bonne position. La motivation, quoi qu'il arrive, permet de faire disparaître un temps le problème neurologique. Alors c'est toujours limité. Pendant une course de quelques minutes, on peut se motiver pour justement faire au maximum pour que ce déficit ne se ressente pas ou ne se voit pas. Il est clair qu'on sait maintenant que quand on a une activité physique régulière, quand on fait de la kinésithérapie de manière régulière, quand on prend en charge correctement sa maladie, la maladie va moins évoluer que chez d'autres personnes. Donc il est clair qu'on ne peut que l'encourager à pratiquer le sport. 2. Baisse les fesses, 3. Là, 4. Après, le problème dans la sclérose en plaques, c'est on sait aussi que quand on fait une activité de manière trop importante, avec des plages ou des durées trop longues, on peut être trop fatigué aussi. Ah, là, 4. Plus. Là, 5. 5 fesses. Là. Il faut arriver à trouver le juste milieu. C'est ça le truc. Je pense que pour un athlète de haut niveau qui est handicapé, c'est encore plus important de savoir qu'il faut vraiment profiter des plages de repos pour récupérer et pour permettre d'être au mieux aussi dans la performance et aussi dans l'évolution de sa maladie. Là, tout de suite, j'ai eu un petit problème d'épaule avec une petite fissure sur un tendon. Je vieillis, mon corps me le réclame aussi peut-être un peu maintenant. Ah bah non, c'est pas possible. Le sport de haut niveau, c'est l'éclate, c'est génial. Pratiquer du sport, c'est merveilleux. Après, à haut niveau, c'est quand même beaucoup de contraintes, beaucoup d'exigences, beaucoup de travail. Je m'entraîne plus comme j'avais 20 ans. Je passe plus de temps à faire des phases de récupération dans la journée que de vraiment pratiquer, faire du ski, etc. Donc voilà, et puis j'ai envie là de vivre autre chose après là. C'est une maladie qui est dégénérative. La question, c'est voilà, je ne sais absolument pas comment je serai demain, je ne sais pas comment je serai dans 10 ans, mais peu importe, je pense que j'ai obtenu beaucoup de ce que je voulais. J'ai obtenu la plus belle des médailles, le plus beau des globes, la plus belle des choses, qui est ma fille qui a 10 ans. Et je fais des sacrifices en tant que maman, en tant que femme, en tant qu'athlète. Je vais te faire un petit massage. Ça te dit ? Avec plaisir. Pour décontracter le dos. J'ai une vie encore plus puissante, riche. Et du coup, je vis un peu ma vie par tranche de 24 heures. Tous les matins, c'est le yes du pied qui se pose. Et tous les soirs, je suis super contente de la journée que j'ai faite. Voilà. C'est la meilleure des mamans que... Enfin, le meilleur des mamans que tout le monde peut avoir.
Après, la maladie, on gérera, on ne sait pas comment ça va évoluer par contre, hein, ça, on est encore un petit peu dans le flou quand même. Donc bon, bah, on gérera, on sera là pour lui, même quand il sera adulte, hein, de toute façon. Je sais ce qu'il vit au quotidien, je connais son combat et je sais que c'est pas simple. Ouais. Donc, ah oui, tous les jours, je me dis waouh. Je suis un ado normal, donc j'essaye d'aller le plus souvent en cours. J'ai eu la chance de pouvoir intégrer à Albertville le pôle France. Je suis le deuxième handi à intégrer ce pôle et le premier avec une atteinte des membres inférieurs. Et ça me soulage énormément parce qu'en fait, la particularité de ce lycée, c'est que c'est un lycée d'été. Donc c'est-à-dire que d'avril à novembre, on va être en cours. Et par contre, de novembre jusqu'à avril, on sera libéré de cours avec du travail à distance. Moi, je m'oriente vers une école d'ingénieur, même si je sais que avec cette carrière que j'ai maintenant commencé dans le ski de haut niveau, ça va être très très dur. Ce que je veux avant tout, c'est quand même profiter parce que j'ai 17 ans, c'est quand même une chance de fou qu'on m'a offerte et que du coup je me suis offert grâce à mes résultats. Et voilà, je veux vraiment profiter de mes premiers jeux. Mais voilà, si j'arrive à remplir mes objectifs, je pense que ce sera le cas. Donc voilà, ce sera beau. Ce qui guette Yoann Taberlé dans l'immédiat, c'est la peur du vide. Cette petite mort qui menace le sportif une fois sa carrière terminée. Ça fait 22 ans que je fais du haut niveau et ça va être un très gros livre que je vais fermer. Ça va être ma deuxième vie que je vais fermer. J'espère pouvoir rester peut-être un petit pied, petit trou dans le milieu. Oui. Mais ce n'est pas le seul bouleversement qui l'attend ces prochains mois. Car le futur retraité va troquer son bob pour un berceau. Le côté vraiment du handicap, on ne le connaît pas quand on n'est pas confronté aux choses. Et oui, on perd quelque part, on perd sa virilité, ça fonctionne plus. En tout cas, physiquement, ça fonctionne plus. Forcément, ça m'a traversé l'esprit de me dire bon, est-ce qu'une femme voudra de moi à un moment donné dans cet état-là Je me souviens d'une anecdote, le premier week-end que j'ai passé avec Yoann. Morzine fêtait ses champions et du coup une personne à côté de moi a remarqué qu'on était en couple et cette personne est venue me voir en me disant vous êtes sa femme, enfin j'étais sa toute jeune compagne à l'époque et donc voilà, pour pas faire dans toutes les histoires, j'ai dit oui effectivement je suis sa compagne, je suis sa femme et du coup la personne m'a félicitée. Et du coup, je me suis retrouvée à lui répondre non, à mon avis, celui qui a le plus de courage entre nous deux, c'est lui pour me supporter moi. En fait, les gens s'imaginent que finalement, j'ai beaucoup de courage de m'être mis sciemment avec une personne en fauteuil roulant, parce que peut-être que ça paraît étrange au départ, puis au final, quand on rencontre Yoann, on comprend très bien que finalement, c'est très facile de vivre à ses côtés. Aujourd'hui, j'ai fait aucune échographie avec ma femme. Je vais passer pour le mec horrible, mais je suis pas là. J'ai d'autres chats à fouetter que ça aujourd'hui, mais c'est pas du tout la priorité du moment. Donc je pense qu'une fois qu'on aura fini les jeux, la priorité viendra ce moment-là, de devenir papa. Moi, je veux revenir des jeux pour finir vraiment ce chapitre de haut niveau sans regret. Vraiment revenir en disant putain j'ai donné le meilleur de moi-même, il y a eu plus fort, ou alors je reviens avec des médailles, ok super, enfin voilà, et finir vraiment en disant quelle fin quoi. Coupé.